Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce journal. À la une de l'actualité, la rencontre entre le PDCI et la Commission électorale indépendante. Au cœur des échanges, la révision de la liste électorale entamée il y a quelques jours. Et nous irons dans la région du Bélier pour parler infrastructures socio-éducatives, des infrastructures mises à la disposition des producteurs dans le cadre du programme national d'investissement agricole, phase 2. Et enfin, vous allez découvrir la fabrication de l'attiéké ministre, un attiéké de qualité supérieure prisé par plusieurs d'entre vous. Comme vous le savez, le processus de révision de la liste électorale a débuté depuis 4 jours. Le PDCI, qui était mécontent de certains changements opérés au sein de la CEI, notamment en ce qui concerne sa nouvelle composition, a échangé avec le président de l'institution. Le parti d'Henri Konan Bédié a fait part de ses préoccupations. Le reportage de Salif Yalekwe et de Tanguy Konan. 5 jours après le lancement de l'opération d'enrôlement sur la liste électorale, une délégation du PDCI RDA, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, était ce mercredi dans les locaux de la CEI, Commission électorale indépendante, 6 à Cocody de Plateau, pour une séance de travail. Plus de 2 heures d'horloge pour passer au peigne fin toutes les préoccupations relatives à ce processus. Nous avons eu une très bonne séance de travail et nos préoccupations, je ne vais pas dire plus en compte, mais nous avons eu les réponses aux questions que nous avons posées. En tout cas, la séance de travail s'est très bien passée. Cette séance de travail, qui à leur initiative, s'est bien passée. Nous avons échangé et nous nous sommes accordés sur beaucoup de points. Il est bon aussi de préciser que pour les jours à venir, nous sommes ouverts à tous les autres partis politiques. Et je crois que le vendredi, on va recevoir le PPACI qui viendra nous faire état de leurs observations dont on devait tenir compte pour la suite de notre programme. La Commission électorale indépendante, CEI, envisage à l'issue de l'opération d'enrôlement, qui s'achève le 10 décembre prochain, inscrire 4,5 ou 5 millions d'électeurs. Et parlant du PPACI, il n'est nullement associé à la marche contre la cherté de la vie annoncée pour le 25 novembre. Le parti de Laurent Gbagbo a tenu à faire des précisions à travers son secrétaire général Damana Diapicas. Le parti a décidé de suspendre Charles Rodel Dosso de ses fonctions de secrétaire général adjoint en charge de la société civile en raison de son obstination à poursuivre ses activités relatives à cette marche. Les explications de Tiemé Dondje et d'Eric Kimou. Le PPACI monte au créneau. À quelques heures de la marche projetée au motif de la cherté de la vie, avec pour meneur un de ses lieutenants, en l'occurrence Dosso Charles Rodel, le parti, par la voix de son secrétaire général, dit n'en être ni de loin ni de près impliqué et se désolidarise ainsi du mouvement de rue. Ils sont libres d'organiser leur marche. Cependant, nous n'admettons pas qu'un de nos responsables puisse en jouer les premiers rôles. Nous avons donc ramené à l'ordre ce responsable qui, par son activisme dans l'organisation et la mobilisation, tendait à faire croire forcément que le parti était associé ou impliqué dans la dite marche. La société civile ne peut pas vouloir tenir une marche et lorsque les autorités publiques veulent en entendre les organisateurs, c'est notre secrétaire général adjoint qui est convoqué. Cela est inadmissible et inacceptable. Mais nous avons contribué à entretenir cette confusion. Mieux, le parti annonce des mesures conservatoires visant son camarade en charge de la société civile, très actif par les organisateurs de la marche. Nous regrettons que ni les interpellations du secrétaire général au camarade de Social Rodel, ni les interpellations du président exécutif, encore moins celles du Conseil stratégique et politique, n'ont ému le camarade à l'effet d'infléchir sa position. La discipline étant la condition sine qua non de la réussite du combat, il fallait que le parti agisse dans ce sens. Cette position, de l'avis de Damana Picas, n'est point une fuite en avant. Elle se justifie, dira-t-il, par le fait que le PPACI est un parti responsable qui pose des actes en connaissance de cause et en assume toutes les responsabilités. Ainsi, conclut-il,
quand le parti jugera nécessaire d'organiser une marche dans le cadre de la cherté de la vie. Il le fera et toute l'opinion, aussi bien nationale qu'internationale, le saura. Le ministère de la fonction publique organise du 28 novembre au 1er décembre la deuxième édition des Journées de la fonction publique avec pour objectif de célébrer et de promouvoir l'engagement des fonctionnaires et agents de l'État dans la transformation qualitative de notre administration. Les précisions de la ministre Anne-Désirée Oloto dans ce reportage de Salif Yalekwe et de Tanguy Kono. Fonctionnaires et agents de l'État engagés pour la transformation qualitative de l'administration. Tel est le thème central de la deuxième édition de la JNP, Journée nationale de la fonction publique. Face à la presse, la ministre Anne-Désirée Oloto a dévoilé ce mercredi les grands pans de cette édition qui débute lundi prochain. La célébration de la deuxième édition, prévue du 28 novembre au 1er décembre 2022, intervient dans un contexte particulier marqué par la signature de l'accord portant trêve sociale et les décisions historiques du président de la République en faveur des fonctionnaires et agents de l'État. Elle offrira l'opportunité à tous les fonctionnaires et agents de l'État et avec eux à tous les syndicats de la fonction publique, de lui dire de vive voix leur reconnaissance et de lui rendre l'hommage mérité. Nous aurons une conférence inaugurale qui sera dite par le Premier ministre Patrick Achi sur le thème de l'édition 2022. Dans le même cadre, pour remobiliser les fonctionnaires et agents de l'État sur leurs obligations professionnelles et surtout sur leur engagement à contribuer plus activement et de façon plus visible à l'avènement du fonctionnaire nouveau et à la transformation culturelle de l'administration. Les fonctionnaires et les agents de l'État sont invités à se mobiliser pour cet événement. La première édition, pour rappel, s'est déroulée du 13 au 17 décembre 2021. Le deuxième programme national d'investissement agricole du gouvernement ivoirien qui vise la souveraineté alimentaire repose sur 9 agropoles et intègre des infrastructures socio-éducatives pour permettre aux producteurs et à leurs familles de bien se sentir. La première agropole mise en place vient d'être dotée d'infrastructures socio-éducatives, comme nous le montre ce reportage de Mardoché Kwasi et de Mathurin Badé. Plusieurs villages du département de Thiébissou ont bénéficié d'infrastructures socio-éducatives dans le cadre du projet de pôle agro-industriel du Bélier, en abrégé de PAI Bélier, le seul des 9 agropoles créés par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural à être opérationnel pour l'instant. À Gros-Gros, c'est le centre de santé qui vient de bénéficier d'un pavillon nutrition, tout équipé pour permettre à l'équipe médicale de faire face aux nombreux cas de malnutrition. À quelques kilomètres de là, à Komorossou, les populations ont désormais accès à l'eau potable, grâce à la construction d'un château d'eau et de bornes fontaines, des équipements qui garantissent aux populations de ces villages la santé et l'accès à une eau potable à proximité. Avant, on ne trouvait pas d'eau. Nous prenons l'eau au marigot. Ça nous fait tomber malade, mais comme on n'en trouve pas, on est obligé de le prendre. Aujourd'hui, nous sommes à l'aise, on ne tombe plus malade, car l'eau est potable. Lors de nos consultations avant que le projet n'arrive, on a beaucoup de cas de malnutrition. Donc ce projet est venu, vraiment c'est la bienvenue. Ça nous permettra de dépister d'abord les enfants malnutris et puis de les prendre en charge. En plus des enfants malnutris, ça pourra aussi aider aussi nos mamans qui sont malnutries à être pris en charge. Le projet de PAI Bélier a également offert aux populations des infrastructures scolaires et de formation. C'est le cas pour le village de Kobi dans le département de Thiébissou, qui a bénéficié de la construction d'un bâtiment de 3 classes, de 2 classes de maternelle et d'une cantine pour l'école primaire, mais aussi d'équipements et d'intrants pour l'école de spécialisation en pisciculture de Thiébissou basée dans cette localité. C'est comme si le DPAI avait créé une nouvelle école dans notre école. Parce que nous avons connu, donc vu la création de
2 salles polyvalentes, donc 2 salles de classe polyvalentes avec un bureau, la construction d'un dortoir de 3 blocs qui reçoit une centaine d'étudiants, la réhabilitation de l'administration, des bâtiments de l'administration, du réfectoire, de d'autres salles de classe et la réhabilitation donc, de notre site piscicole que vous voyez ici, sans compter des apports en intrants. Ça nous permet d'avoir vraiment un plateau technique bien fourni pour la formation de nos apprenants. C'est un ouf de soulagement avec la présence du bâtiment de la cantine qui est d'abord une chose qui va encourager le maintien des enfants à l'école. Désormais, nous aurons une grande décongestion dans les classes. Cette dotation des localités couvertes par le projet en infrastructures socio-éducatives est une composante majeure du 2PAI Bélier qui entend ainsi créer les conditions pour rendre les populations plus productives. Et dans ce cadre-là, nous travaillons sur l'eau potable parce que dans tous les bassins de production agricole, il faut que les producteurs puissent avoir accès à de l'eau potable. Nous travaillons sur les infrastructures scolaires pour permettre aux enfants de ces agriculteurs-là de pouvoir être facilement scolarisés. Et nous développons aussi au niveau de la santé des centres de nutrition pour renforcer la nutrition des différentes populations. Le projet d'agropole du Bélier a démarré en 2018 et se poursuit. Il est à ce jour à 65% de réalisation de ses objectifs, des objectifs qui devront être totalement atteints avant le terme du projet fixé à 2024. Ce sont au total 9 agropoles qui ont été créés dans le cadre du PNIA 2 et qui vont être progressivement mis en œuvre. Dans quelques temps, ce sera la période des fêtes de fin d'année et le ministère des Ressources animales et halieutiques veut empêcher la commercialisation de viande et de produits frauduleux. Sa direction des services vétérinaires a entamé une mission de contrôle de la chaîne de production et de distribution. Les explications de Nadia Idja et de Mathieu Rambadé. Les aliments contaminés rendent malade près d'une personne sur 10 dans le monde et causent plus de 400 000 décès chaque année. Alors que se rapprochent les fêtes de fin d'année, moment de grande consommation de denrées animales, la direction des services vétérinaires veut renforcer son action de contrôle. Depuis la production primaire, c'est-à-dire depuis les élevages jusqu'à la distribution. Et donc ça va consister déjà à renforcer la surveillance des mesures sanitaires qui sont mises en place dans les élevages, renforcer la lutte contre les abattages clandestins, renforcer l'inspection sanitaire des restaurants et des points de vente des denrées animales et d'origine animale. Cette période aussi va être une période de forte sensibilisation des consommateurs. Les consommateurs sauront comment choisir les matières premières et quels sont les critères pour pouvoir choisir une matière première en toute sécurité. Un exercice impulsé par le ministère des Ressources animales et halieutiques dans l'optique de garantir des aliments de qualité aux consommateurs. J'appelle donc tous les acteurs à jouer leur rôle pour la réussite de ces opérations en respectant toutes les mesures sanitaires prises et les consommateurs à respecter les conseils d'usage pour consommer des aliments sûrs. Je vous invite à être prudents lors de vos achats durant ces fêtes de fin d'année et aussi à dénoncer sans réserve les pratiques frauduleuses que vous constaterez auprès des différents services vétérinaires et à signaler les cas d'intoxication alimentaire. Je vous exhorte à ne pas acheter la volaille en bordure de route, à acheter la viande sur laquelle est apposée une estampille, c'est-à-dire un cachet alimentaire, et à vérifier les dates de péremption des aliments. En plus des consommateurs, les éleveurs, les transformateurs et les distributeurs ont été invités à respecter les bonnes pratiques d'hygiène. En mai 2022, 146 personnes ont été hospitalisées à Abangourou après une consommation de crème glacée et 20 autres ont été intoxiquées en juillet dernier à Ferkessédougou. ONU Femmes Côte d'Ivoire et le service d'assistance canadienne aux organisations SACO-SECO ont une ambition commune, celle de l'autonomisation de la femme. Les deux institutions viennent de renforcer leur partenariat à travers la signature d'un protocole d'entente pour un meilleur appui aux actions de l'État et de la société civile. Moussa Nikema, Mathieu Rambadé. Le service d'assistance canadienne aux organisations SACO-SECO entend maximiser l'impact de ces services dans l'autonomisation féminine et la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire.
C'est dans ce cadre qu'il signe une convention d'entente avec l'ONU Femmes Côte d'Ivoire, entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Ce partenariat vise à faire avancer l'égalité entre les femmes et les hommes ici en Côte d'Ivoire, que ce soit au niveau de, disons par exemple, un projet de loi ou la capacité des ministères à mettre en œuvre leur politique d'égalité entre les sexes qui est déjà existant. Et ce que nous faisons essentiellement, c'est recruter au Canada des experts qui ont de longues expériences professionnelles pour travailler avec nos partenaires qui sont présélectionnés, qui répondent à nos préoccupations au Canada. Pour l'ONU Femmes Côte d'Ivoire, ce partenariat permettra la concrétisation des objectifs qui lui sont assignés. C'est une étape vraiment critique de notre partenariat avec le gouvernement pour permettre d'accélérer, d'approfondir l'appui que ONU Femmes donne au gouvernement dans des domaines divers. Présent en Côte d'Ivoire depuis 30 ans, SECO CESO est une organisation de développement international économique à but non lucratif dont la mission est de promouvoir la croissance économique et la bonne gouvernance. Selon ses initiateurs, cette convention signée permettra de maximiser l'impact de ces services en Côte d'Ivoire. Et quand on parle de femmes, les enfants ne sont pas loin. L'UNICEF, de son côté, veut renforcer la protection des enfants en ce qui concerne les programmes télévisés. Une charte éthique UNICEF Médias Audiovisuels a été élaborée en collaboration avec les chaînes de télévision de Côte d'Ivoire. Votre chaîne préférée, NCI, a signé cette charte ce matin sous l'œil bienveillant du ministère de la Communication. Le reportage de Moussa Nikema. Protéger les enfants des programmes nocifs et surtout proposer des programmes audiovisuels en leur faveur, c'est l'objectif de cette charte, signée entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, et les responsables des médias audiovisuels en Côte d'Ivoire. Pour l'UNICEF, il est impératif de considérer et prendre en compte les enfants dans les différentes programmations. Les chaînes audiovisuelles, ils ont deux responsabilités, je veux dire. Donc, la première chose, c'est pour assurer que dans toutes leurs émissions, ils protègent les droits des enfants vis-à-vis de l'identité, mais aussi d'assurer qu'aucun enfant est mis dans une situation difficile. Mais dans un autre côté, comme le secteur médiatique, ils ont un rôle important de jouer, de promouvoir les droits des enfants avec toutes les communautés, avec toute leur audience. Co-signataires de cet engagement de 13 articles, les responsables des médias ont exprimé toute leur volonté d'accompagner l'UNICEF dans la protection des enfants. Ce n'est pas une charte qu'on vient découvrir à la signature, mais NCI, toutes les chaînes de télévision en Côte d'Ivoire ont contribué à la rédaction de cette charte-là. Et c'est un contenu approprié pour l'espace audiovisuel en Côte d'Ivoire. Il est important de protéger l'image de l'enfant, de protéger même l'enfant de certains programmes. Le contenu est pertinent puisqu'il est tiré d'une convention internationale sur les droits de l'enfant, donc ce n'est que la continuité mise en œuvre ici. Cette charte stipule l'engagement des responsables de médias à la protection des droits de l'enfant dans ses productions audiovisuelles dans le cadre de la Convention relative aux droits de l'enfant ratifiée le 4 février 1991 par la Côte d'Ivoire. Selon cette convention, le terme enfant désigne tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt, en vertu de la législation qui lui est applicable. Et si vous êtes friand de l'attiéké, ce mets typiquement ivoirien à base de semoule ou de manioc, vous avez certainement déjà vu ou même consommé l'attiéké ministre, un attiéké de qualité supérieure qui se distingue à plusieurs niveaux. Comment est-il confectionné et quelle est sa particularité? Élément de réponse dans ce reportage de Mardoché Kwasi et de Joseph Zécré. Village de Blocos, dans la commune de Cocody. Dans cette rue, essentiellement consacrée à la transformation du manioc en attiéké, les femmes s'affairent autour de leurs instruments de travail. Parmi elles, Marguerite Diekette. Elle a décidé de se consacrer à la fabrication de l'attiéké ministre. Je vais aller voir si l'attiéké ministre est prêt. Je vais l'enlever. Un attiéké de qualité supérieure, très prisé pour les grands événements, que Marguerite ne fabrique que sur commande. C'est un attiéké à part. C'est ce qu'on mange dans les cérémonies, dans les mariages, dans les dots. C'est ce que nous-mêmes, les Hébreux, nous mangeons. Ce n'est pas à tout temps on fait. Je fais ça sur commande. Parce qu'il y en a, quand on fait pour leur donner, ils disent que c'est petit. Comme ils ne connaissent pas, ils disent que c'est trop petit. Or, nous qui connaissons, c'est notre nourriture, nous, on sait que c'est du bon.
La fabrication de ce type d'attiéké requiert des efforts et un savoir-faire particulier. Résultat, un produit fini de qualité supérieure qui n'est pas à la portée de toutes les bourses. Ton travail prend beaucoup de temps. L'attiéké ministre, quand tu finis de tout faire, tu vas soulever, tu vas enlever les fibres, tu vas retamiser au moins 4 à 5 fois. La différence, c'est les grains. Lui, il est fin, mais quand tu vois les grains, on dirait les œufs de papillon ou bien les œufs de poisson. Malgré cela, Marguerite a sa clientèle. Audrey Akossi est venue passer une commande pour la sortie de son bébé. Bonjour. Vous voulez pour combien? Pour 15 000. Ce mets particulier lui a été recommandé par une amie, consommatrice régulière de l'attiéké ministre, comme la mère d'Aminata, qui l'a envoyé ce matin récupérer sa commande. Toutes louent les qualités de cette variété d'attiéké. Maman dit de venir pour un attiéké. Voilà votre commande d'attiéké. Quand tu manges, tu sens le goût, tu sens que tu étais mangé attiéké. La couleur aussi est bien propre. Elle vient prendre par semaine chez elle. C'est une amie qui m'a parlé de l'attiéké ministre parce qu'elle m'a dit que c'est très spécial et c'est très bon pour les réflexions. Donc c'est pour cela que je suis venue ce matin pour commander. Du côté des autres fabricantes, bien que conscientes de la qualité de l'attiéké ministre, on préfère se limiter à l'attiéké ordinaire du fait des contraintes liées à la fabrication et à la vente de ce produit. Je ne fais pas l'attiéké ministre parce que son travail est trop dur. Parce que quand tu fais l'attiéké ministre, quand tu sais aux clients, ils disent que c'est trop petit. Ils ne veulent pas prendre. Donc je préfère faire mon attiéké ordinaire. Les puristes s'accordent à dire que l'attiéké ministre est une gamme supérieure qui se sert à des occasions exceptionnelles. Un savoir-faire qui mérite d'être promu pour le bonheur de ces braves dames qui s'adonnent à cette activité en espérant un lendemain meilleur. Fin de cette édition, la Belgique a gagné son premier match de la Coupe du Monde face au Canada sur le score d'1-0. Dans quelques instants, justement, le journal de la Coupe du Monde avec Joël Amos-Obadi. Prenez soin de vous, très bonne suite au programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.